Merci beaucoup Bertrand. On va prolonger complètement ton discours pour finir. Là, il nous reste donc 10 dernières minutes sur ce symposium avant la pause. Et on va en miroir, mais même pas en miroir, en prolongement, discuter un petit peu de la vision hospitalière côté parcours patient. Voilà. Conflit d'intérêts, Medtronic à Boston Scientific sur les financements de recherche et de consulting. La réalité du terrain, on en a discuté tout à l'heure, ce cataclysme entre guillemets qu'il faut gérer au quotidien et qui est notre quotidien et notre réalité quand on voit qu'il y a de la fuite de patients en errance qu'on ne revoit pas nous en tant que chirurgiens du rachis en étant content de ce qu'on fait parce qu'il y a effectivement un défaut de parcours. On a l'impression que c'est un monde qui est très complexe à disséquer. Et là, vous avez vu, il y a des allers-retours, des patients stimulés qu'il faut fusionner, des patients fusionnés qu'il faut stimuler. Et on a l'impression que finalement, on pourrait rendre artificiellement les choses très complexes. Alors qu'en fait, d'un système complexe, finalement, c'est assez simple. On peut résumer toute la prise en charge médicale, que ce soit des patchs de capsaïcine, du Versatis, des morphiniques, de la sophrologie et toutes les thérapies qu'on peut mettre en place, sur un versant que j'appellerais A, Optimize Medical Management, c'est-à-dire traitement médical. B, chirurgie du rachis. Quel que soit le contexte, quelle que soit la voie d'abord, quel que soit le type de fusion. C, optique plutôt palliative pour faire avec les douleurs neuropathiques résiduelles et on serait dans la stimulation. On se rend compte que finalement, on peut découper ces solutions A, B, C pour le long du parcours du patient, comprendre, essayer de comprendre un petit peu mieux cette notion de failure et d'échec. Un patient qui nécessite d'être fusionné et qui fait du A, parce que le médecin traitant ou le centre antidouleur n'a pas d'accès à un chirurgien, il va dans le mur. Un patient qui se fait opérer d'une chirurgie du rachis, puis une extension d'arthrodèse, puis une réarthrodèse, puis le malade de mercredi dernier quand même que j'ai stimulé, 11 chirurgies du rachis. Compliqué quoi. Alors je sais plus s'il faut les stimuler ces patients-là. Faut en tout cas bien analyser leurs facteurs et leurs parcours psychosociaux. Mais si on a une vision et un prisme uniquement mécanique et qu'on cherche du mécanique, on en trouvera toujours. Et on continuera à faire du bébé jusqu'à ce que le patient ne vienne plus, ou bien qu'on l'ait achevé, entre guillemets, pour reprendre la diapo un peu humoristique de la souris de tout à l'heure. On a aussi AABA, on fait du management médical, on opère le patient, puis ça foire, et puis il va pas bien, puis on le rebascule en centre antidouleur. Et à Poitiers, on a connu ça pendant des années aussi. On se retrouve avec un patient qui a pris 15 kilos, parce qu'il est sous l'IRICA, qui dort toute la journée, qui sait plus où il pose ses clés, qui a des troubles neuroendocrines de morphine au long terme, et qui se retrouve sous Oxycontin 200x2 au bout de quelques temps. On voit à quel point on peut se retrouver en errance finalement sur ces parcours-là. Donc l'idée, c'est de se dire, dans tout ce, j'allais dire ce merdier, excusez-moi d'être un peu cru ce matin, mais ouais, on va dire dans tout ce merdier, à un moment donné, il nous faut un GPS. Il faut qu'on essaie de trouver des outils pour aller plus loin demain et pas seulement se baser sur les convictions d'un grand KOL qui va expliquer qu'il faut, comme en 2005, prendre toutes les fractures de type A3.1 par voie antérieure, puis en 2009, qu'il faut corriger tous les équilibres sagittaux, etc., de n'importe quel patient. Il faut qu'on distille soigneusement le savoir-faire qu'on a chacun dans nos mains et dans nos esprits. Donc, le GPS, c'est ce qui nous permet de ne pas être avec dans un tunnel. On a tous envie là ce soir d'aller faire un bon barbecue effectivement avec les copains, voir les copines, et l'image est plutôt alléchante. Mais aujourd'hui, celui qui décide de partir en rando VTT pendant 5 heures et qui ne regarde pas la météo sur son iPhone, eh ben, il a des chances de se retrouver un petit peu en difficulté, que ce soit pour du barbecue, du VTT ou du reste. Donc au-delà de nos convictions, du ciel qu'on regarde, il faut, il nous est apparu évident dans le parcours hospitalier qu'à un moment donné, on avait peut-être besoin de déployer des outils pour essayer d'y voir clair dans tout ce merdier. Et je prolonge complètement ce que Bertrand, effectivement, partageait avec nous il y a quelques minutes. Aujourd'hui, il ne faut pas dire ce mec-là il est mécanique ou il est neuropathique. Il faudrait qu'on arrive à trouver des outils qui nous permettent de dire à quel point il est mécanique ou neuropathique. Parce que dès lors que ce sera du post-opératoire, il y aura forcément les deux. Donc il faut essayer de trouver des outils qui vont rationaliser un petit peu nos convictions et la façon dont on appréhende le patient pour trouver la bonne recette. La bonne recette, c'est quoi? C'est de développer des modèles prédictifs et l'intelligence artificielle dont tu parles avec des beaux papiers, tous ensemble, en collectif, en faisant du registre. Et registre, ça veut tout et rien dire parce qu'il y a plusieurs façons plus ou moins sophistiquées de collecter les datas de façon prospective. Mais c'est intéressant de voir effectivement qu'on pourrait tous ensemble, on serait plus fort, développer des modèles prédictifs pour valider les outcomes des chirurgies qu'on propose à nos patients et du parcours qu'on doit leur imposer ensuite pour les sortir un petit peu de la galère dans laquelle on les met parfois. Euh, mais ça ne veut pas dire que c'est parce qu'il y a des modèles publiés. Là, vous avez un papier très récent dans JAMA sur lequel l'équipe de Poitiers a immédiatement rebondi. Bon, vous cliquez sur le modèle. Alors, il te paraît intéressant, Bertrand, et tu peux prendre la photo. Mais vous cliquez sur le modèle et vous pouvez être FBSS
avec à la question d'avant, avez-vous déjà subi une chirurgie du rachis? Vous pouvez être FBSS alors que vous n'en avez pas subi. Donc nous, on a rebondi immédiatement, on a écrit à l'éditeur en disant, bon, les modèles, c'est cool, les gros papiers dans des impacts, JAMA, c'est impact 44,4, hein. Donc c'est bien diffusé comme revue. Il faut publier des modèles, mais il faut faire attention à un moment donné à effectivement ce qu'on publie. Et c'est là où une évaluation multidisciplinaire via des outils technologiques pour identifier et rassembler les données en prospective des patients, ça nous permet de disséquer un peu différemment les cas cliniques qu'on aura à vous présenter demain. Celui-là, il est particulièrement illustratif, c'est le même type de cas clinique que Tanguy nous a présenté. C'est cette femme qui effectivement va avoir un modique explosif, une lomboradiculalgie avec une lombalgie, mais à couper au couteau sur le versant mécanique, mais elle arrive à votre consultation de chirurgie du rachis avec un DN4 positif qui est à 8 sur 10 et des fourmillements, des douleurs nocturnes, des douleurs indépendantes de la position sur le plan radiculaire. Cette patiente-là, si vous êtes prudent, vous ne lui mettez pas une prothèse parce que vous vous dites, mais je ne vais pas régler son problème, je ne vais pas l'aider. Et effectivement, le danger, ça serait de ne pas aider cette patiente qui présente quand même un problème mécanique important, même si elle a des radiculalgies neuropathiques, mais qui sont TENS sensibles. Donc, en imprimant non pas chirurgie A contre chirurgie B, mais effectivement une complémentarité dans les actes qu'on peut lui proposer, et ben effectivement, l'idée, c'est de se dire, ok, on va essayer d'évaluer de façon objective ce qu'on fait pour ces patients-là, et l'idée, c'est de dire, on arrive, vous le voyez là, à diminuer le back pain en mécanique, mais à ne pas changer la radiculalgie. Et il y a des indices objectifs qui nous montrent ce qu'on fait avec une diminution surfacique de douleur qui était à 500 et quelques, qui passe à 285, et qui diminue sur le GPS Global Pain Surface, et pas le GPS de nos TomTom, de 50%. Et d'emblée, on sait qu'en complément, on peut derrière déployer des techniques ou des technologies ou des prises en charge non invasives, mais qui vont jouer sur telle ou telle composante de la douleur en se mettant tous ensemble pour arriver à un résultat très intéressant, global, surfacique, de ressenti, sur le plan fonctionnel, sur le plan des prises médicamenteuses et effectivement sur le plan d'une satisfaction, parce que la seule chose qui compte finalement, c'est la banane de nos patients, pas seulement à 3 ou 6 mois, pas seulement avec des belles radios, mais le devenir de nos patients à 5 ans. Et c'est ça demain dans un système de soins restrictifs qui feront que nos prises en charge seront remboursées ou pas. Donc on s'est dit, et c'est là-dessus que je finis, on va essayer de mettre en place un projet prospectif, multicentrique, demain on l'espère, multicentrique déjà dans la région puisque c'est sur 5 centres, où on va essayer de regarder les liens prédictifs qu'il peut y avoir entre tout ce dont on a discuté depuis effectivement 8h30 ensemble, les caractéristiques de la pathologie, l'histoire de la maladie du patient, son imagerie, le profil psychosociologique du patient, l'incidence du diagnostic, le parcours qu'il a eu, les chirurgies qu'il a eu, et essayer de voir comment, de façon objective, avec des critères objectifs, quantitatifs, métriques, reproductibles, on pouvait essayer d'identifier des parcours patients et dessiner ensemble finalement tout ce qu'on va pouvoir mettre en place pour eux pour optimiser leurs résultats et leur outcome in fine chirurgical à terme. Donc il y a des critères de jugement, effectivement, imagerie, fonctionnelle, qualité de vie, c'est des patients qui ont été pressés comme des citrons, hein, j'ose vous le dire, parce que c'est 500 questions effectivement qui ont été posées pour que demain, un chirurgien du rachis dans son cabinet libéral ou hospitalier, mais il n'est pas justement à choisir entre 8 questionnaires psychosociaux pour savoir si la question numéro 33 du questionnaire numéro 4, elle est bonne ou elle n'est pas bonne. Il faut qu'avec cette base-là, on affine un questionnaire très simple, avec peu d'items, qui nous permettra rapidement, avec une aide en fait logicielle, d'essayer de faire mieux pour les patients, mais de rester très simple, très synthétique. Donc l'idée, ça a été avec un financement de plus de 700 000 euros, de suivre ces patients pendant 12 mois, effectivement, avec 500 variables par patient, et de voir dans ce fourre-tout et ce merdier, comme je osais le dire, qu'est-ce qui va finalement, in fine, représenter les 50 questions fondamentales, et ça peut être l'item numéro 3 du questionnaire DN4 couplé avec l'item numéro 4 d'un questionnaire psychologique pour au cours du parcours patient, tout au long du parcours patient, arriver à une réponse sur AAA, ABA, AAA, BBBB, etc., etc., et y voir clair. Donc, pour conclure, ce qui est important, c'est que vous compreniez et qu'on comprenne tous ensemble que l'idée n'est pas d'exclure le chirurgien du rachis de ce parcours patient, c'est de dire à l'inverse qu'on en a besoin tout le temps, à la fois pour l'indication initiale quand il faut peser la chirurgie et rendre service aux malades, à la fois pour repeser dans la balance ces dossiers difficiles sur lesquels il faut prendre la bonne décision pour aboutir d'un potentiel FBSS à un vrai FBSS qu'il faut éventuellement réparer sur la composante mécanique, et ça, il faut pouvoir le faire demain, tous ensemble à mon avis, avec les bons outils. C'est vraiment la démarche qui était soulignée par Bertrand et sur laquelle je rebondis avec vous. Voilà, merci beaucoup de votre attention.
10h33, Jérôme. Voilà, tu nous as montré la montre du doigt, on est pas mal. Merci à tous de votre présence un samedi matin et on se retrouve à 11h. Merci.